C'est à bord du HMS Beagle, un navire britannique envoyé pour cartographier les côtes d'Amérique du Sud, que Charles Darwin a ouvert les yeux pour la première fois sur la transformation des espèces par la sélection naturelle. Il n'était pourtant qu'un simple étudiant en théologie envoyé à bord pour tenir compagnie au capitaine. Mais fasciné par le monde végétal et animal découvert lors de nombreuses escales, le jeune Darwin s'imposa vite comme le naturaliste de l'expédition. Il a débarqué dans l'archipel des Galapagos, situé à quelques 1000 km à l'ouest des côtes équatoriennes en 1835, à seulement 26 ans. Composés de 13 îles principales et de 17 îlots, les Galapagos ont permis à Darwin de constater que bien que les conditions environnementales variaient peu d'une île à l'autre, ces différences étaient suffisantes pour influer sur la taille du bec d'oiseau de la même espèce en fonction du type de graines que l'on trouvait sur place. Les Galapagos ont été pour Charles Darwin ce que fut la pomme pour Isaac Newton lorsqu'il élabora sa théorie sur la gravitation universelle. Dans l'archipel équatorien, le naturaliste est tombé sur un laboratoire vivant unique au monde qui a inspiré sa théorie sur l'évolution des espèces. Ces observations ont été déterminantes au moment de l'élaboration, 2 décennies plus tard, de son œuvre clé sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Là-bas, le naturaliste a eu à sa disposition les meilleurs éléments de preuve sous-tendant les principes de la sélection naturelle des espèces et de la reproduction en vertu desquels les espèces s'adaptent à leur environnement pour se perpétuer. La station scientifique Darwin sur l'île de Santa Cruz est un centre de recherche international. Georges le Solitaire, embaumé sous sa carapace géante, trône dans son mausolée climatisé. Quand, le 24 juin 2012, à l'âge approximatif de 90 ans, Georges le Solitaire s'en est allé, c'est son espèce tout entière qui s'est éteinte, faute d'avoir trouvé une femelle avec qui il aurait pu se reproduire. Or, ce sont précisément les Galapagos, un mot espagnol d'origine incertaine signifiant tortue, qui ont donné leur nom au célèbre archipel équatorien. L'année 1959 marque un tournant. Les autorités équatoriennes créèrent un parc national qui recouvre 97% du territoire terrestre de l'archipel, 8000 km², soit la superficie du Puy de Dôme, et possède une réserve marine de 138 000 km², l'une des plus grandes au monde. Son but, sanctuariser les lieux et dans le même temps faire le pari de l'ouverture au tourisme. Depuis, aucun quota ne freine l'afflux de curieux. 220 000 voyageurs se rendent chaque année aux Galapagos, soit 5 fois plus que dans les années 1980. Les scientifiques craignent pour l'avenir des animaux et des plantes. L'archipel est peuplé de 1900 espèces terrestres et marines uniques au monde. Et ici, nous avons beaucoup de tunnels de lave et aussi il y a des cratères comme celui-là qu'on les appelle effondrements de terre. En anglais, on les appelle pit crater, mais en français, c'est un effondrement de terre. Ça veut dire qu'une boule d'air ou de gaz a été attrapée dans la terre. Quand l'île s'est formée, ça veut dire il y a 3 millions d'années. Les îles Galapagos ont été déclarées patrimoine naturel de l'humanité par l'UNESCO en 1978, qui les a ajoutées en 2007 à sa liste de patrimoine en danger, en raison notamment de l'impact du tourisme de masse sur l'archipel. L'archipel équatorien fait rêver les voyageurs épris de nature. Mais la surfréquentation, le changement climatique et les espèces invasives mettent à mal son écosystème.
Malgré les précautions, certains sites sont déjà trop fréquentés. La petite île de Bartolomé, au nord de Santa Cruz, tout d'abord, est l'un des coins les plus courus de l'archipel. Mais sur le sentier, les marches en bois sont fatiguées. Des colonies de touristes défilent ici chaque jour pour admirer le stupéfiant point de vue sur la baie de Sullivan et le rocher du Pinacle. Isabella échappe un peu à ce triste tableau. Cette île en forme d'hippocampe a conservé sa quiétude. En revanche, les pêcheurs ont fait grise mine dans les années 1990 car le parc national ne leur a pas laissé d'autre choix que de reconvertir leurs embarcations en promènes touristes pour préserver les espèces marines. Mais les pêcheurs ont été inventifs en transformant aussi les camions en promènes touristes. Pas très confortable, mais efficace. Sur cette île, une zone aride et volcanique s'étend à une centaine de mètres d'altitude. Une zone de pampa monte ensuite jusqu'au sommet de l'île. Celle-ci, très brumeuse et humide, est balayée par les vents. L'attrait de cette île est le volcan bouclier Sierra Negra, montagne noire, large volcan, culminant à 1124 mètres d'altitude. L'accès final au volcan se fait à pied, toujours accompagné d'un guide officiel. La montée reste longue mais agréable. La Sierra Negra est un volcan toujours actif. Ses dernières éruptions datent de 2005 et 2018. En prenant de la hauteur, on découvre pourquoi son nom lui a été attribué. Un volcan bouclier est un volcan caractérisé par des éruptions effusives produisant des coulées de lave fluide. Sa forme de cône, relativement plate, qui évoque celle d'un bouclier posé sur le sol, fait plus de 9 km de circonférence. Ces trésors attirent d'ailleurs des hordes de touristes toujours plus importantes. Il y a tellement de merveilles ici que tout le monde devrait pouvoir les voir. Le problème, c'est quand tout le monde devient trop de monde. Les îles Galapagos n'ont rien d'un parc d'attractions à la Disneyland où les voyageurs seraient libres de voir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors que faire pour rendre sa sérénité au paradis? En attendant, il n'existe pas de quota aux Galapagos. Les autorités se demandent même s'il ne faudrait pas geler le tourisme pendant quelques années. Pour le moment, des mesures drastiques sont prises. Chaque étranger est taxé 100 $ à l'entrée des îles Galapagos pour un séjour maximal de 60 jours. Des renforcements des contrôles à l'arrivée. Chaque visiteur doit présenter son billet d'avion retour, un compte en banque suffisamment fourni en cas de rapatriement d'urgence et une liste de ses hébergements. Des contrôles inopinés au départ ou à l'arrivée des bateaux pour éviter la propagation des nuisibles avec des formulaires on ne peut plus pointilleux pour s'assurer que personne ne transporte graines ou insectes. Les centaines de bateaux enregistrés auprès des autorités disposent d'un calendrier de navigation bien précis afin d'éviter que trop d'embarcations n'accostent en même temps au même endroit et leurs rotations sont surveillées par satellite. Des contraintes somme toute supportables pour pouvoir pénétrer dans cet archipel si attachant et unique au monde. La mise en place de ces programmes de conservation sont des contraintes pour les touristes, mais aujourd'hui payants pour la nature. Oui, il y a bien 20 000 tortues géantes, mais pas seulement. Des lions de mer, des iguanes, des manchots. Sans parler du pépiment moqueur des pinsons chers à Darwin, ni même de la flore exceptionnelle. Cet archipel équatorien grouille de vie, avec près de 2000 espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète.
Presque 2 siècles après, les postulats de Charles Darwin restent intacts et la science moderne n'a fait que les affiner. Mais pourra-t-on sauver le paradis de Darwin des dégradations du tourisme de masse ?